Marie Curie est la seule femme présente sur cette photo. Vous la voyez? Oui, elle est juste ici. Oh, mais regardez qui d'autre est sur cette photo, c'est Albert. Le cliché est historique, pris en 1927 à l'occasion du 5e congrès Solvay qui voit se réunir les plus grands noms de la physique. La photo a été prise au cœur de la capitale belge, devant ce qui deviendra le lycée Émile Jacquemin, niché dans un écrin de verdure, non loin des institutions européennes aujourd'hui. Mais restons en octobre 1927. Lors du congrès, Einstein prononcera cette phrase devenue célèbre « Dieu ne joue pas au dé », provoquant une crispation générale. Pas en raison de l'usage du mot Dieu, qui était tout sauf remarquable à cette époque. Non, le malaise, c'est qu'Einstein exprime par cette phrase son rejet de l'importance croissante accordée aux probabilités en physique, et ce en dépit des succès d'une nouvelle physique qui en fait largement usage. La physique dite quantique. Sais-tu, Bambou, ce qu'est le hasard? Si tu ouvres n'importe quel livre d'introduction aux probabilités, le premier exemple que tu trouveras sera celui du jet d'un dé à 6 faces. Essaye de déterminer à l'avance quelle face sortira avec certitude, tu n'y arriveras pas. C'est ça le hasard, nous dit-on. Quoi, tu trouves ça curieux? Eh bien tu as raison. Le dé, c'est un objet physique, la main qui le lance aussi. Les deux sont soumis à des lois connues de sorte que, en principe, en connaissant force et angle du jet, en connaissant matière du dé et caractéristiques de la surface d'impact, on devrait pouvoir prédire le résultat. Bref, tout peut être en théorie calculé, le lancer d'un dé n'est pas quelque chose d'intrinsèquement aléatoire. Un autre exemple, c'est la météo, souvent vécue comme un processus aléatoire, mais qui n'a pourtant rien de magique. L'évolution à court terme de notre atmosphère, elle aussi, est soumise aux lois de la physique. Pourtant, nous échouons à prédire le temps qu'il fera dans une semaine autant que le résultat du jet d'un dé. Pourquoi ? L'atmosphère, tout comme le lancer d'un dé ou le tirage des boules au loto, sont des systèmes dits chaotiques. Un bien grand mot pour désigner des systèmes dont l'une des propriétés essentielles est la sensibilité aux conditions initiales. Oh, ne fais pas cette tête, Bambou, ce n'est rien de bien compliqué à comprendre. Tu as légèrement sous-estimé la force du lancer du dé ou échoué à prendre en compte une imperfection de la surface d'impact. Pas de chance, ces erreurs seront amplifiées au point que tes prédictions théoriques vont vite se séparer de la réalité. Tu as mesuré l'ensemble de l'atmosphère terrestre à un instant T avec une armée de satellites. Bravo, Bambou! Mais as-tu réalisé ces mesures avec une précision parfaite? Non? Eh bien dans ce cas, tes prédictions basées sur ces mesures seront potables à court terme et catastrophiquement fausses à long terme. Même le billard présente ce problème de sensibilité aux conditions initiales. Regarde, une légère différence initiale pour la bille blanche donne des positions finales complètement différentes. Une précision totale des mesures étant à jamais inaccessible, la météo, les dés, la loterie seront toujours vécus comme des phénomènes aléatoires, bien qu'ils ne soient pas intrinsèquement aléatoires. Existe-t-il des choses autour de nous qui sont intrinsèquement aléatoires, c'est-à-dire à propos desquelles il n'est pas possible, même en théorie, de calculer le résultat? La réponse est oui, ce qui nous ramène à la physique quantique, qui fête en 2025 le 100e anniversaire de son développement initial. Et à cette occasion, Chasceptic a décidé de mettre en avant HOP, développé par ce chercheur passionné. C'est quoi ? Un petit jeu coloré de 2 à 4 joueurs disponible en anglais et français, et où on se bat à coups d'électrons. Je te rassure, Bambou, c'est sans danger. Regarde, si tu veux jouer avec Félix, il te suffit d'organiser le plateau comme ça. Chacun démarre avec 7 électrons sur son électrode et gagne dès qu'il a réussi à atteindre l'électrode ennemie avec au moins un électron, donnant un choc électrique au perdant. Quand c'est ton tour, tu choisis parmi 5 mouvements. Tu as d'abord le saut simple qui te permet de déplacer un électron d'une case à l'autre. Alors attention, tout électron en dehors de l'électrode se voit assigner un spin haut ou bas au choix. Spin qu'il devra ensuite conserver, et 2 électrons ne peuvent jamais se retrouver avec le même spin sur une même case. Mouvement 2, si tu n'es pas satisfait du spin d'un de tes électrons, eh ben tu inverses. Mouvement 3, le pendule de Newton quantique. C'est un saut spécial qui te permet de repousser un électron de même spin ou le dernier électron d'une chaîne. Mouvement 4, l'effet tunnel, qui te permet de sauter au-dessus d'un ou plusieurs électrons de même spin. Mouvement 5, le saut de doublon, qui te permet de déplacer les 2 électrons d'une même case. La règle, c'est que chacun à son tour fait 2 mouvements, 2 fois le même s'il en a envie. Mais attention, avant que ce soit ton tour, ton adversaire condamne l'un des 5 mouvements pour toi. Tu pourras faire pareil contre lui ensuite, avec la subtilité qu'un même mouvement ne peut pas être condamné 2 fois de suite. Qu'est-ce que tu en penses, Bambou? Tu trouves ça trop simple?
Si tu veux faire de ceci un véritable jeu d'échecs quantique, tu peux ajouter une seconde couche de règles dite de niveau master pour te forcer à prendre en compte les coûts en énergie de ce que tu fais. Et si le cœur t'en dit, tu peux même ajouter une troisième couche de règles dite de niveau doctorat. Tout est expliqué dans le petit manuel qui comporte aussi un peu de vulgarisation sur la physique quantique. Rendez-vous sous la vidéo pour plus d'informations. Bon, revenons-en à nos histoires d'aléatoires. Certaines choses sont donc intrinsèquement aléatoires. L'exemple concret que j'aime donner est celui du carbone 14. Un atome de carbone, comme tu le sais Bambou, c'est d'abord un cœur de 6 protons. Ajoute 6 neutrons et tu as du carbone dit 12, une forme de carbone stable constituant l'essentiel du carbone dans nos corps et autour de nous. Mais il existe aussi des atomes de carbone avec 8 neutrons, c'est le carbone 14. Et lui, il est instable. Il finit par se désintégrer en azote, mais le phénomène est intrinsèquement aléatoire. Sur 1000 atomes de carbone 14, la seule chose qu'on sait, c'est qu'après 6000 ans, la moitié seront devenus de l'azote. Impossible toutefois de dire ou de calculer quelle moitié. Rien ne distingue les 1000 atomes de départ. Qu'est-ce que tu dis Bambou? Tu penses que la science n'a juste pas encore déterminé ce qui distingue les 1000 atomes avant désintégration? Non, répond la physique quantique. Le fait que certains atomes vont se désintégrer et d'autres pas, alors que rien ne les distingue, fait partie des propriétés fondamentales de la matière. Et donc, l'aléatoire intrinsèque à cette situation fait partie des propriétés fondamentales de l'univers dans lequel nous vivons. Un résultat qu'Einstein n'a jamais vraiment pu avaler. Aujourd'hui pourtant, la physique quantique a largement triomphé, n'en déplaise à Einstein qui, aussi brillant qu'il était, n'a pas eu raison sur tout. Abonnez-vous.